Bon, les autres vont nous rejoindre en cours de route. Ben, bienvenue à tous, merci d'être là alors que dehors il y a déjà du beau temps et que les terrasses sont réouvertes, etc. On va passer un très bon moment ensemble. Alors l'objectif de cette conférence, c'est de poursuivre les conférences, enfin, les tables rondes d'Ojeda. Hop. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la thématique qui est la suivante: comment développer un projet à impact qui contribue à la construction d'une Afrique prospère et durable en tant que jeune de la diaspora. Donc, je vous explique un petit peu comment je vous propose de passer cette soirée. Donc, on va commencer. Voilà, on a attendu que les participants arrivent pendant quelques minutes. Je vais vous faire une courte introduction d'Ojeda et je vais vous présenter un petit peu le déroulement de la conférence. Ensuite, on fera un tour de table des intervenants. Daryl fera son témoignage et nous donnera du coup nous partagera son expérience, les différentes étapes de son projet et enfin son plan d'action tout simplement, avant que Mélanie et Thierry du coup puissent essayer un peu de challenger et de rebondir sur les différentes grandes étapes du parcours de Daryl, apporter aussi leurs conseils, leur expertise. Ensuite, on arrivera à un moment d'échange, de questions-réponses. Ça sera aussi l'occasion du coup de faire participer d'autres porteurs de projets, d'autres experts qui sont parmi nous, ou du moins qui vont nous rejoindre. Et on terminera du coup par un bilan, un call to action, et on essaiera un petit peu de synthétiser la valeur ajoutée qu'on aura pu proposer lors de cette conférence. Est-ce que ça vous va? Yes, ouais. Au top. Alors, courte introduction. Donc, Ojeda, qu'est-ce que c'est? Ojeda, c'est pour Organisation des jeunes engagés pour le développement durable en Afrique. C'est une initiative qui est née d'une conversation avec Thierry Téné, d'ailleurs, qui est présent ce soir, et qui est le directeur de RSE d'Ojeda Afrique. Il aura l'opportunité de vous en parler plus tout à l'heure, mais qui organise, du coup, une fois par mois, des conférences sur les thématiques de développement durable avec une approche Afrique. Et voilà, on a constaté en fait que beaucoup de jeunes entrepreneurs et non entrepreneurs d'ailleurs, de la diaspora et du territoire avaient la volonté et les compétences d'agir en faveur d'une Afrique prospère et durable, mais pour autant n'osait pas forcément prendre la parole ou voilà, apporter son avis. Et c'est de ce constat qu'on s'est dit qu'organiser des tables rondes ou tout simplement des réunions de parole où on pourrait échanger sur ces thématiques-là avec une approche un petit peu plus jeune, on va dire, pourrait être intéressant. Donc voilà dans quel contexte est né Ojeda. Pour vous donner, enfin, comment dire, pour qu'on soit tous alignés sur les différents thèmes de cette discussion. Donc, lorsqu'on parle de projet impact, on parle d'un projet qui a un impact sur la société, enfin, sur les trois piliers de développement durable, donc le social, l'économique et l'environnemental. Et du coup, lorsqu'on parlera d'Afrique prospère et durable, ça sera notamment en faisant justement référence à ces trois piliers du développement durable. Et lorsque je parlerai de diaspora, je ferai référence à la diaspora africaine. C'est au tour de faire notre tour de table avec notre super panel d'intervenants. Alors Daryl, je te laisse commencer, te présenter rapidement. Qui es-tu? Merci Solange. Donc bonjour à tous. Moi je m'appelle Daryl Dodjan, je suis camerounais, j'habite en France, je suis ingénieur mécanicien motoriste et à côté je suis fondateur de Skoll, une start-up qui a pour objectif de faciliter l'accès au contenu éducatif de qualité en Afrique subsaharienne, principalement francophone. Nickel. Enchanté, merci Daryl. Mélanie, si tu veux bien enchaîner. Pas de problème. Bonjour à tous. Donc, je suis Mélanie Keita. Je suis basée actuellement à Francfort, mais je suis d'origine normande et peul. J'aime toujours un peu rappeler tout ça. D'origine malienne et avec la grande partie de ma famille en Afrique, au Congo en particulier. Donc, j'ai un background en finance. Je travaille comme impact investor dans plusieurs fonds d'impact investing en Allemagne, basés sur l'agriculture durable ou les PME et micro-entreprises. Et en parallèle, je suis aussi cofondatrice de Melanin Capital, une banque d'affaires spécialisée sur les startups en Afrique et qui cherche à soutenir les petites entreprises pour avoir accès à des fonds.
Donc voilà, merci encore à Solange de m'avoir invité sur cette table ronde. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Plaisir, merci beaucoup. Thierry? Oui, merci Solange. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, merci Solange aussi donc, pour l'invitation à cette table ronde. Donc, je suis Thierry Téné, du cabinet Afrique RSE pour responsabilité sociétale des entreprises. Donc, on fait du conseil, de la formation, des audits, on prépare des guides également et des baromètres. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je suis en audit dans une filiale d'entreprise française en Afrique. Donc, c'est ma première casquette. Donc, la deuxième, comme Solange le rappelait un tout petit peu, je suis à l'initiative du réseau RSE ODD Afrique. Donc, le but est justement de sensibiliser, d'organiser des rencontres sur la promotion du développement durable en Afrique. Et enfin, je participe à un magazine qui est Les Dirigeantes, dont le but est de valoriser le business au féminin, le leadership au féminin, voilà, et de promouvoir aussi l'entrepreneuriat au féminin. Voilà, merci. Enchantée, merci de ta présence, merci de votre présence à vous tous. Et ben moi, du coup, je serai votre host ce soir. Je m'appelle Solange Hébert-Méconchou. Actuellement, je suis entrepreneur, consultante, chef de projet de formation. Et j'évolue dans le milieu de l'ESS et du développement durable depuis 4 ans maintenant. Et je suis enchantée de faire cette conférence aujourd'hui avec vous, car je suis certaine que les jeunes ont également les compétences de faire bouger les lignes. Et c'est ce que je souhaiterais prouver au cours de ces différentes conférences. Alors, Daryl, ça va être à ton tour de commencer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, lorsque tout le monde n'était pas encore là, l'objectif, en fait, c'est que tu nous partages ton expérience à toi. Tu nous expliques qu'est-ce que Skool, comment est-ce que tu as commencé, pourquoi est-ce que tu as commencé et quelles ont été, en fait, tes grandes étapes entrepreneuriales pour en arriver où tu en es aujourd'hui. Ok, merci Solange. Du coup, je vais aller dans la genèse. Donc, comme je disais, je m'appelle Daryl, j'ai 25 ans. Je suis né à Yaoundé, au Cameroun. Du coup, Yaoundé, c'est la capitale du pays. Et en plus, c'est aussi dans la zone francophone. Donc, plus jeune, mes parents se sont déplacés pour aller à Douala et après, ils sont allés à Limbé. Limbé, qui est la partie anglophone du pays. Donc, après, on a grandi là-bas avec mes 4 jeunes sœurs. Jusqu'en 2012 où j'ai eu mon bac, du coup, j'ai quitté le foyer pour aller en école d'ingé à Yaoundé. 4 ans plus tard, je suis venu en France. Donc, en 2016, j'arrive en France. En même temps, il y a la crise anglophone qui commence au Cameroun. Du coup, la crise anglophone, mes parents, ils vivent encore en zone anglophone. Toutes mes sœurs, elles sont là-bas. Du coup, ce qui se passe, c'est que on ferme les écoles. Les enfants, ils restent à la maison. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'école pour étudier. En plus de cela, les manuels coûtent excessivement cher. Donc, ce qui fait, par exemple, un manuel peut coûter à peu près 20 000 francs CFA. Et du coup, si on fait le calcul, on a à peu près entre 6 et 12 manuels chaque année. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Et donc, déjà, elles pouvaient pas aller à l'école et elles n'avaient pas de manuel. Du coup, j'ai commencé donc à leur envoyer donc des contenus via Internet pour qu'elles puissent avoir accès à la formation depuis la maison. Donc, notamment des vidéos Khan Academy ou des livres numériques pour pouvoir se former à la maison, parce il y avait une qui devait passer le brevet en fin d'année. Du coup, c'est comme ça que naît Skool, parce que j'ai commencé à envoyer des contenus à mes sœurs. Du coup, elles partageaient aussi à leurs camarades. Et c'est comme ça qu'on a commencé, on est quitté donc de deux, donc mes 2 jeunes sœurs, à peu près 120 élèves. Du coup, donc c'est comme ça que je me suis dit, bah, en fait, il y a un réel problème. Donc, il faut penser à ces enfants-là pour leur apporter des manuels suivant une structure bien donnée. Donc, et puis après, j'ai des cousins qui habitent à Douala. Ils m'ont aussi dit, bah, en fait, ce que tu crées là, nous aussi, on en a besoin parce qu'on n'a pas de livres. Donc, on aurait besoin de ces contenus-là pour pouvoir étudier aussi. C'est comme ça que j'ai mis sur pied un site internet. Donc, c'était à l'époque school.org pour permettre aux enfants d'avoir accès à tous ces contenus-là via Internet. Donc, puis, on a mûri le projet, on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui avait accès à une connexion Internet. Et pour ceux qui avaient accès à une connexion Internet, elle coûtait excessivement cher. Donc, après, j'étais en école d'ingé, donc j'ai cherché donc des solutions pour pallier à ce problème-là.
Et du coup, aujourd'hui, notre solution C-School, c'est donc de stocker des contenus dans des cartes SD, dans des cartes mémoire qu'on insère dans donc, des smartphones. Et via une application, ça permet donc de lire les contenus qui sont dans le smartphone, notamment des vidéos de cours pour le primaire, des exercices corrigés, des livres pour apprendre à la maison. Actuellement, cette année, on a fait des tests à Limbé, donc l'école de mes jeunes sœurs, et c'était aussi mon école primaire à moi. Du coup, on a mené des tests là-bas et le directeur de l'établissement, il était très heureux de pouvoir nous accueillir dès la rentrée prochaine. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que dès la rentrée prochaine, en fait, tous les élèves de cette école-là vont donc avoir accès à une carte SD et une application qui pourront donc étudier. Ils pourront donc étudier donc à la maison et utiliser donc le smartphone des parents pour apprendre facilement. Donc, en parallèle, le business model il a évolué et du coup, aujourd'hui, on a créé donc une société pour encadrer tout cela, pour encadrer toute cette activité-là et pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette solution. Donc, ce qui fait que là, on a un partenariat récent avec un grand groupe français qui travaille en RDC, qui a donc commandé des cartes pour le personnel sur place. Du coup, mon ambition en septembre prochain, c'est donc de permettre à plus de 2000 élèves d'avoir accès au contenu éducatif parce que la carte aujourd'hui, elle est extrêmement accessible parce qu'une seule carte, elle coûte 10 000 francs CFA, à peu près 15 euros, sachant qu'un manuel coûte environ 20 000 francs CFA, donc 30 euros. Donc, du coup, grâce à une carte, on a donc accès à tous les contenus pour une seule salle de classe. Du coup, comme je disais, nous, on prévoit donc d'atteindre 2000 élèves à la rentrée prochaine et 10 000 élèves pour décembre prochain. Et on espère attirer donc beaucoup plus des investisseurs pour faire élargir le projet et atteindre 100 000 élèves en 2022. Génial. Voilà, grosso modo, le projet School ainsi présenté. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Moi, j'ai plein de questions à te poser. Donc, tu nous as dit que tu as commencé ce projet en 2016. Donc, ça fait à peu près 5 ans, oui? En fait, je n'ai pas commencé en 2016. Le problème, il a été créé en 2000. On a eu un problème détecté en 2016. Donc après, il y a eu des évolutions. C'est en 2018 parce que c'est en 2018 qu'on a arrêté. On a dit tout le monde, plus personne ne va à l'école. D'accord. Du coup, c'est 2019 que j'ai lancé le projet. Et qu'est-ce que ça veut dire lancer le projet? C'est-à-dire que tu as vu dans ta famille qu'il y avait une problématique au niveau de l'accès au manuel scolaire. Quelle a été la première étape? Enfin, c'est pas simple de se dire ok, je vais me lancer là-dedans. Est-ce que le school aujourd'hui a toujours été, tu l'as toujours imaginé comme ça? Quelles ont été les différentes étapes du process d'évolution? Du coup, en septembre 2018, mes sœurs, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école pendant 2 mois. Donc, du coup, je leur envoie donc les manuels, donc les contenus pour pouvoir étudier à la maison. Donc, après, par capillarité, du coup, en décembre 2018, elles partagent dans les contenus que je leur envoie à toutes les salles de classe, à toute la classe, pardon. Quel format? Sous quel format? C'était WhatsApp. Du PDF par C'était WhatsApp? du WhatsApp, ouais. Donc, c'est des vidéos via WhatsApp ou alors des PDF qu'on envoie via WhatsApp. On a créé un groupe WhatsApp, un premier groupe pour la classe de 3e, qui est pour la plus grande, du coup. Et un deuxième groupe, je crois que la cadette devait faire la classe de 5e. Un second groupe pour la classe de 5e. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé à être intéressant. Et puis, un jour, j'étais avec mon cousin qui est à Douala, du coup, et il me dit, nous aussi, on a besoin de ça parce qu'on n'a pas assez au manuel. Les cours, ils sont plus assez bien parce qu'il y a la crise ici localement au pays. Donc, c'est comme ça que je pense donc à mettre sur pied un site internet via WordPress parce que je ne suis pas très bon en programmation. Pour mettre dans ces contenus-là, les classer donc, sur WordPress, avoir tous les liens pour tous les contenus. Donc, ça, c'est en 2019. D'accord, très intéressant. Est-ce qu'on peut dire du coup que cette première phase, en passant par les groupes WhatsApp, c'est un peu un pilote? Est-ce que tu as voulu tester le projet ou alors est-ce qu'à ce moment-là, ce n'était pas du tout un projet? À ce moment-là, ce n'est pas un projet. Le projet, il commence net quand on crée la plateforme WordPress. Voilà. Du coup, c'est en ce moment-là que je pense à un projet et c'est là que naît le nom School. Ça marche. Ça marche. Et donc, en 2019, au moment où tu lances la plateforme, comment dire, quel est ton plan d'action à ce moment-là? Comment est-ce que tu vas chercher les partenaires? Est-ce que ton premier objectif, c'est de collecter de la donnée? Comment est-ce que tu tries aussi cette donnée-là? Quelle cible tu vises en premier? Quel est ton état d'esprit à ce moment-là?
je crois que ça, c'était en février. Du coup, en février, pour moi, en fait, c'était juste d'aider les gens. Donc, c'était juste d'aider. J'ai mis en place la plateforme et c'est je crois, en avril que je crée l'association. Donc, je crée School sous forme d'association au départ pour encadrer tout cela. Et du coup, c'est juste un objectif d'aider, quoi. Il n'y a pas d'objectif beaucoup plus grand. Et juste après ça, je contacte donc la Khan Academy aux US parce qu'ils ont de très bons contenus Mhm. pour pouvoir les utiliser leur contenu légalement sur la plateforme. C'est eux qui me mettent en relation avec Bibliothèques sans frontières, notamment Jérémy Lachat, le directeur, qui me dit, parce que c'est eux qui traduisent les contenus de Khan Academy en français. Mhm. Du coup, lui maintenant, il me dit, voilà, Daryl, il faut venir. On commence à réfléchir, comment à mettre les choses en place. Il me dit, bah, tu peux penser beaucoup plus grand, organiser tout cela, adapter les contenus localement au, au contexte du Cameroun pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces contenus-là. Très intéressant. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, adapter les contenus au contexte du Cameroun. Ça veut dire quoi, ça? Euh, En fait, grosso modo, ça veut dire, je vais prendre l'exemple de la Khan Academy. Dans la Khan Academy, on fait des mini-vidéos qui expliquent chaque terme. Donc, on Mhm. fait une mini-vidéo qui explique les suites numériques ou alors la limite d'une suite simple, toute simple. Et donc, cette vidéo-là ou ce sujet-là, on peut l'aborder en France, par exemple, en terminale. Au Cameroun, on va le voir en classe de troisième. Du coup, l'objectif, si un enfant va sur le site de la Khan Academy, il va aller retrouver ça en classe de terminale. Donc, moi, sur ma plateforme, le but, c'était de prendre ça, réorganiser et mettre en classe de troisième. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tout ce qui est livre, bah, il faudrait l'adapter aux réalités locales. Mhm. Ça veut dire quoi? Voilà, par exemple, on va parler des saisons, on va pas parler de été, printemps, tout ça. On va parler des saisons sèches et des saisons pluvieuses pour que Mhm. l'enfant comprenne voilà exactement ce qui se passe. Et du coup, il y avait un gros travail dans cette partie-là. C'était vraiment de regarder tous les contenus et se rassurer qu'ils sont adaptés au contexte local. D'accord, ça marche. Et au niveau des, comment dire? Au niveau des partenariats, comment dire? Comment est-ce que tu t'es dit: «OK, je vais aller chercher ce partenaire-là»? Est-ce que c'est d'abord stratégique? Est-ce que, non, avant de te poser cette question, j'ai une autre question. À quel moment il y a eu ce switch entre le format associatif et le format entreprise, viable qui fait de l'argent? Pourquoi cette volonté dans un premier temps? Euh, Déjà, le switch, il s'est fait assez récemment. Je crois j'ai créé l'entreprise bah, la semaine dernière. Donc, les statuts sont créés depuis la semaine dernière. Et j'ai pensé à créer l'entreprise en début d'année parce que j'ai participé au programme Live for Good. Et du coup, c'est dans Live for Good qu'on nous a, via des formations, on nous a dit bah, l'association, c'est très bien, mais si tu veux vraiment faire de l'impact à grande échelle, il faut créer un modèle économique. Absolument. Parce qu'on vit dans un monde capitaliste, donc du coup, il faut hacker le système quoi, pour atteindre le plus grand nombre. Du coup, c'est Ah, pour ça que j'ai pensé. après, enfin, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, enfin, c'est aussi les bases de l'ESS. Donc, quand j'ai ESS, c'est entrepreneuriat social et solidaire. C'est-à-dire que le fait d'avoir une entreprise pérenne et viable dans le temps te permet d'avoir un impact encore plus grand. Hum. Donc, Voilà, exactement. c'est le challenge de beaucoup d'associations. Et c'est, enfin, je connaissais un petit peu la réponse en te posant la question, mais c'est aussi important que toi-même, en tant qu'entrepreneur, tu te rendes compte de cela. Hum. Ok, nickel. Est-ce que tu peux nous partager les moments les moments, pas d'échec, mais de doute? Est-ce que tu as eu, quelles ont été tes plus grosses galères dans cette aventure entrepreneuriale? Tu as commencé seul, c'est ça? Oui, du coup, j'ai commencé seul. Bah après, j'ai fait intervenir donc mon meilleur ami de l'époque, du coup, qui m'a rejoint pour m'aider. Première erreur déjà, c'était que lui, c'était mon meilleur ami. Donc, lui, il était mécanicien comme moi. On a fait la même école. Il n'était pas dev. Moi, j'avais besoin d'un dev pour faire la plateforme et faire tout ça. Donc, du coup, lui ai dit, bah, viens, on va travailler sur le projet. Il m'a pas beaucoup aidé et du coup, ça a détérioré nos relations. Donc, aujourd'hui, on n'est plus amis. Du coup, c'est la première échec. Euh, Après ça, j'ai voulu arrêter le projet parce que j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à cela. Deuxième chose aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes à lancer un projet en étant ici. Déjà parce que les mentalités, le mot me gêne un petit peu, mais en fait, localement, quand tu viens voir quelqu'un avec et tu veux travailler avec lui, il pense pas sur le long terme.
il dit toujours, donne-moi de l'argent, je vais te créer les contenus et tu t'en vas. Ne me dis pas, on va créer des contenus ensemble, je vais te donner une partie du projet et voilà, du coup, on va gagner de l'argent au fur et à mesure. Du coup, ça, c'était la première échec que j'ai eu aussi. Donc, il a fallu que j'aille chercher de l'argent pour pouvoir venir financer des contenus qui sont faits localement. Et où est-ce que tu es allé chercher cet argent? Comment est-ce que tu t'es débrouillé? Bah, du coup, j'ai commencé à travailler. J'ai terminé mes études l'année dernière. Du coup, j'ai commencé à travailler pour économiser de l'argent pour faire les contenus et aussi pour créer la plateforme. Voilà. Donc, tu étais dans une logique d'autofinancement. Tu t'es pas dit peut-être que tu pourrais aller lever des fonds ou quoi? Bah, si, l'objectif, c'est de lever des fonds, mais en tant que jeune entrepreneur ou alors premier entrepreneur, donc c'est ma première aventure entrepreneuriale, bah, les financeurs, ils te font pas confiance. Mhm. Quelqu'un, il ne va pas venir déposer 100 000 euros ou 200 000 euros pour financer un projet alors que tu es dans l'état d'idée. Il ne connaît pas l'Afrique. Tu parles d'éducation. Il ne sait pas si tout le monde a un smartphone pour pouvoir accéder au contenu. Tu vois tout ça. Et donc, eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est lance une première version, va la tester, fais-nous des retours. Et voilà, s'il y a des bons retours, on va financer. Et du coup, c'est ce qu'on est en train de faire. Très intéressant. Très intéressant. Et rapidement, je voudrais, enfin, avant de laisser la parole à Mélanie et Thierry, je voudrais revenir sur la confrontation à la réalité du terrain. Parce que du coup, enfin, même moi, dans mon entourage, je connais pas mal aussi de jeunes qui veulent entreprendre sur le territoire. Et j'ai l'impression que la problématique principale, c'est la dissonance en fait entre ce que toi, tu penses avoir analysé sur place, donc en étant en Europe, et la réalité de ce qui se passe, enfin voilà, que ce soit des mentalités, que ce soit aussi dans le véritable besoin, les obstacles, etc. Quelle a été ton approche et comment est-ce que tu as réagi face à ce choc culturel, on va dire, comme on aime le dire? Euh, Déjà, j'ai beaucoup de chance sur ce projet. Premièrement, j'ai passé beaucoup de temps en Afrique, donc notamment j'ai passé 20 années là-bas. Du coup, je connais à peu près très bien. Après, la deuxième chance que j'ai, c'est que je suis régulièrement avec mes parents et c'est mes parents qui sont un peu mes yeux sur place. Donc, c'est un peu ma personnalité sur place. C'est eux qui m'expliquent comment les choses se passent. Ils ont beaucoup plus d'expérience de la vie que moi. Du coup, ils me disent, par exemple, ça, il faut faire, ça, il faut pas faire. J'ai eu du mal à les écouter parce que je me disais toujours, voilà, vous comprenez pas trop ça, c'est de la technologie. Voilà, c'est le temps passé, votre temps, il est passé, donc maintenant, c'est tout. Et c'est maintenant que je comprends. Donc, du coup, je me sers en fait de leur expérience pour pouvoir évoluer facilement. Très intéressant, nickel. Je vais me permettre d'essayer de faire un petit bilan de tout ce que tu nous as dit, parce qu'il y a déjà pas mal de réponses à la problématique du jour. Et enfin voilà, on voit très, très clairement les différentes étapes. Donc il y a eu un problème, problème voilà, d'accès aux livres dans ta famille. Donc tu as constaté cela. Après ça, tu as fait un peu un proof of concept. Donc tu as voulu lancer un pilote de ton projet, voir si ça allait fonctionner, notamment à travers les groupes WhatsApp. Donc ça, au début, c'est très officieux. Je pense que c'est aussi important de le dire parce que parfois, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs ou même d'entrepreneurs en général qui, lorsqu'ils veulent se lancer, veulent tout faire de façon très carrée, très officielle. Mais c'est aussi important de commencer avec des petites étapes comme ça. Donc c'est super intéressant. Ensuite, c'est comme ça que tu as commencé à voir un peu plus grand parce que tu as vu que d'autres communautés et d'autres personnes pouvaient aussi avoir besoin de ce projet-là. Donc, à démarcher d'autres organismes, à aller chercher aussi des parties prenantes à l'étranger et même sur les territoires. Avant voilà, de vérifier aussi, de te confronter directement aux réalités terrain, en te rendant sur place, en discutant, si j'ai bien compris, avec les directeurs d'école et les futurs bénéficiaires. Et c'est comme ça que petit à petit, en découvrant aussi un petit peu plus les enjeux de l'entrepreneuriat social et solidaire et du coup de la pertinence d'avoir un business model viable, que tu as voulu switcher avec le format de l'entreprise, avec des cartes, pas des cartes SIM, des cartes mémoire payantes, etc., etc. Est-ce que avec quelques points d'alerte sur vraiment, voilà, pas forcément s'associer avec des proches, bien connaître le terrain et avoir des personnes sur place? Est-ce que C'est c'est ça. un bilan correct de Ouais, ton témoignage? exactement. Nickel, nickel. Ben, merci beaucoup Daryl pour tout ça. Je pense qu'on a déjà énormément d'éléments de réponse. Alors, c'est le moment, du coup, je vais donner la parole, bon, il n'y a pas d'ordre particulier, à nos challengers, donc, qui ont écouté avec beaucoup d'attention le témoignage de Daryl.
Et du coup, je vous demanderai à Mélanie et Thierry de premièrement à chaud, de nous donner vos avis sur le projet de Daryl. Après, là, l'idée, c'est pas de juger, mais plutôt d'apporter aussi votre expertise, les points d'attention que vous souhaitez souligner, les points d'alerte, etc. La parole est à vous. Merci beaucoup, Solange. Thierry, si ça ne t'ennuie pas, je peux commencer. D'accord, parfait. Merci beaucoup Daryl pour cette présentation et pour ce témoignage, très impressionnant. Votre projet, effectivement, un impact énorme. En plus, votre expérience est vraiment très inspirante. C'est bien de comprendre que vous êtes parti d'un problème concret. C'était une de mes questions. Moi, j'ai beaucoup de questions d'abord d'avoir un avis sur la question. Je trouve effectivement que le projet est très noble, très important, mais j'aimerais bien rentrer un petit peu plus dans les détails du modèle économique, si c'est possible. Donc, si je comprends bien, d'abord sur le produit en lui-même, donc vous collectez du contenu à travers des partenaires, c'est ça? C'est pas vous qui créez le contenu en lui-même, c'est ça? C'est les deux. C'est les 2, d'accord. Donc, est-ce que vous pouvez juste, reprendre un peu tout ce process, et surtout, que je comprenne un peu, est-ce qu'il y a particulièrement, est-ce qu'il y a des critères que vous suivez? Est-ce que vous suivez des grilles, par exemple, gouvernementales ou quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est le but à la fin de faire ce genre de, de sélection? Ou pour l'instant, est-ce que c'est plus, basé sur l'expertise ou l'intérêt de ces marques-là que vous contactez et vous êtes juste en train de créer ce contenu-là pour pouvoir ensuite le donner aux étudiants. Ok, ok. Bah, merci Mélanie pour la question. Du coup, grosso modo, d'efficacité des contenus, on a d'abord les vidéos, tout ce qui est format, on a des vidéos, des audios, des images et puis des PDF. Et après, il y a des contenus genre écrits. Ouais, Donc, notre processus, du coup, pour les contenus, premièrement, on cherche des vidéos, on prend le programme officiel. Donc, on travaille avec 12 enseignants. On a le programme officiel, par exemple, du Cameroun. d'accord. À côté, on a des partenaires. Donc, notamment, aujourd'hui, on a Khan Academy, on a Ubongo, on a Half Fun Teaching, qui est américain. Après, on a le réseau Canopé, on a Pratam. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir prendre le programme officiel, on va se rassurer, on va essayer de vérifier est-ce que dans toute leur base de données de vidéos, on a des contenus qui correspondent. Ça, c'est la première chose. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas les moyens pour créer ces vidéos-là aujourd'hui. Bien Donc, on sûr, va se ouais. rassurer d'abord de ça. Après, maintenant, dans des sujets où il n'y a pas de vidéo, ou alors c'est pas très adapté, notamment l'histoire ou la géographie, là maintenant, on se sert donc de ces 12 enseignants pour créer les contenus. Donc, c'est eux qui vont venir créer des contenus. Cette fois-là, ce seront plus des vidéos, ce seront plus des contenus écrits. Donc, ils vont vraiment créer des cours comme à l'école et tout ça, qu'on va donc mettre dans l'application. Et du coup, c'est à peu près comme ça qu'on crée les contenus. Donc, on prend donc ces contenus-là, on met donc dans notre studio qu'on a créé spécialement pour charger dans les cartes à grande échelle. Les cartes, on achète donc des cartes tout simplement. On met donc, on génère un fichier zip qu'on va donc mettre dans des cartes SD et à grande échelle aussi, justement. Et c'est ces cartes-là maintenant qu'on va les vendre. Donc, notamment, aujourd'hui, on vend la carte à 10 000 francs, comme je disais, 15 euros. Le coût de production, ça dépasse pas les 5 euros. Donc après, il y a maintenant la logistique, la communication et tout ça. Après, on est aussi concurrentiel au livre parce qu'une carte, elle va servir toute une année. Par contre, le livre, il coûte, pour un seul livre, il coûte, comme je disais, 20 000 francs. Donc la carte, elle coûte la moitié du prix d'un livre, mais on a toutes les matières à l'intérieur parce qu'on va financer les contenus, tout ça derrière pour rentabiliser tout cela. Voilà. Oui, donc en plus, il y a le contenu pour une année, mais vous n'avez pas une carte par année. Donc, c'est-à-dire que à chaque année, en fait, l'élève peut aller dans les différents contenus par année, alors que les livres, ils doivent racheter aussi tous les ans. C'est ça? Voilà, la carte, ouais, exactement. Donc la carte, et il peut la réutiliser l'année d'après et ainsi de suite. D'accord. Voilà, Ouais, non, c'est très clair. Non, c'est beaucoup plus clair pour moi comment vous créez le contenu et du coup, en fait, dans la structure de coût que vous avez finalement, vous achetez les cartes,
vous avez certes quelques enseignants, mais qui sont pas en fait à temps plein, qui doivent juste être là pour combler les trous. Et du coup, un studio, si j'ai bien compris. Voilà, le studio, quand je dis studio, c'est un truc, c'est une petite application l'ordinateur, c'est pas vrai. Ah d'accord, oui, c'est pas un c'est- studio. Non, En fait, vous avez une structure de coût qui est assez petite finalement. C'est pas des coûts très élevés. voilà, aujourd'hui on a ça, mais dans l'ambition en fait, c'est de créer nos propres contenus vidéo au lieu des Oui, cours écrits par les enseignants. Et du coup là, il faut vraiment beaucoup d'argent, et c'est bien ça sûr. la prochaine étape. Voilà. D'accord, ouais, je vais revenir là-dessus sur les besoins de financement. Et donc, en termes de stratégie de distribution, est-ce que vous passez là, vous aviez un premier pilote avec une école. Est-ce que l'idée, c'est de toujours passer par les écoles ou vous pensez faire, peut-être même en passant directement par les librairies ou Amazon, enfin, en faisant clairement du B2C? Voilà. Du coup, on a trois canaux. Aujourd'hui, on a trois canaux de distribution. Premièrement, il y a les écoles. Donc, on passe directement par le chef d'établissement qui rend obligatoire, notamment l'école qu'on a choisie. Deuxième canal, c'est les librairies. Donc, les librairies et les pousse-pousse. Parce que au Cameroun, par exemple, on vend un livre aussi dans des pousse-pousse à Oui, côté. Et troisièmement, c'est des entreprises. Comme je disais, l'entreprise française avec laquelle on travaille maintenant, qui vont venir commander un grand lot de cartes pour leurs employés sur place, donc localement en Afrique. Et voilà d'accord, les pour trois. leurs employés, pour les enfants de ces employés, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Hem Donc, alors j'avais 2 petites questions avant de passer sur les besoins de financement. En termes d'adaptation au contenu local, est-ce que en termes de langue aussi, vous avez, pris en compte, vous prenez en compte, les langues, des communautés locales? Donc par exemple, bon, chez nous, on aurait besoin du lingala, du monokutuba quand on est, au Congo. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose, auquel vous êtes en train de penser? J'imagine aussi que ça demande des financements. Ouais. Et du coup, c'est un peu la chance qu'on a eue pour le départ. Bah, au Cameroun, il n'y a que deux langues. Il y a l'anglais et le français qui sont D'accord. enseignés à l'école. Ah, qui sont enseignés à l'école, OK. Voilà, qui sont enseignés à l'école. Du coup, c'est juste ces deux langues-là qu'on a utilisées pour le départ. Et aussi, le partenaire avec lequel on travaille, il veut aussi, il a acheté des cartes pour le Kivu, donc pour la RDC. Et du coup, là-bas, il nous a commandé des cartes plutôt en français. Après, je connais pas très bien la RDC, du coup, je sais pas les langues qu'on enseigne à l'école, mais il nous a demandé des cartes en français pour le primaire. D'accord. Ouais, après, c'était même plus, dans une optique de vraiment, donner accès à l'éducation à tous. Je sais qu'il y a des startups, par exemple au Kenya, qui font des contenus en swahili, en Hmm. kikuyu, en langue massa et cetera, juste pour, que ça puisse être même si c'est pas les langues officielles de l'éducation, juste pour donner accès à l'éducation vers tous. Mais OK, c'est bon à savoir. Et donc les besoins de financement que vous avez, d'abord les revenus que vous projetez grâce à cette, à ce projet pour la fin de l'année et donc les besoins de financement que vous avez actuellement. Hmm. Euh, du coup, comme je disais, on prévoit donc 2000 élèves pour septembre prochain. Donc, du coup, 2000 élèves, ça fait au bas mot 30 000 euros. Après, l'objectif, c'est pas de se focaliser que sur des écoles qui ont déjà commandé des cartes, mais aussi d'en vendre un peu plus d'ici décembre. Donc là, d'après nos prévisions, d'après les retours clients qu'on a eu via nos tests, on prévoit de vendre à peu près 4000 cartes, donc 60 000 euros pour la fin d'année. Oh, c'est Euh, bien. Ça, c'est nos prévisions. Après, ça, c'est hormis le partenaire qui est au Kivu, parce que lui, il faudra qu'il nous donne à peu près le nombre exact de personnes cibles. Maintenant, pour les besoins de financement, notre grosse structure de coûts, là où on a vraiment besoin de beaucoup plus d'argent, c'est pour créer des vidéos. Donc, c'est créer vraiment un studio. Donc, on a deux alternatives. Soit on trouve quelqu'un qui va facilement nous financer 500 000 euros en seed pour créer donc ce studio-là, ou alors quelqu'un qui va nous financer un peu moins. Du coup, ça nous permettra d'avoir une application beaucoup meilleure, une meilleure application du coup, et avec des contenus, pas forcément nos propres contenus, mais aussi les contenus de nos partenaires.
Du coup, ça dépend de ces deux structures-là. Donc là, on est en train de voir soit 100 000 euros. Du coup, les 100 000 euros, on aura besoin de notre banque, pas besoin d'un financement, mais plus 500 000 euros pour des sites. D'accord, c'est très clair. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment un projet très, 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 très intéressant et assez facile à scale, comme on dit en anglais, enfin, à faire passer à une échelle plus importante. Bon, la partie création studio, forcément, ce sera plus, disons, ce sera plus qualitatif, mais Mm. et ça vous coûtera plus cher. Mais la partie sur la distribution de cartes, je trouve que ça permet de vraiment, bah, c'est très capitalistique comme approche finalement. Ça permet de vraiment faire du volume. Donc, non, très intéressant. Je serais très intéressée de poursuivre la conversation un peu plus tard et de vraiment challenger le business model, de regarder un peu ce que les chiffres donnent, mais sur la point de vue impact et je veux dire rationnel de l'idée. Je trouve que c'est vraiment très inspirant et très intéressant. Merci beaucoup, Daryl. Merci, Mélanie. Merci beaucoup. J'allais justement vous dire que il était temps que Thierry, si tu veux intervenir, parce que on a un timing assez serré. On ne t'entend pas. Ok, merci. Mille bravo encore pour ce projet. Moi, je suis toujours très admiratif quand je vois des jeunes entreprendre, surtout qui sont encore à mi-chemin entre l'école et la fin de l'insertion professionnelle. Donc, je suis vraiment très, très admiratif et bravo encore pour tout ça. C'est vrai que Mélanie, après, sur les questions de Solange, donc Mélanie aussi les questions de Mélanie ont permis de répondre à plusieurs aussi que je envisageais de poser. J'aimerais savoir juste combien de personnes travaillent actuellement là dans ce school. Mm. Aujourd'hui, actuellement, il y a donc mon associé qui s'occupe de toute la partie tech, donc c'est lui qui est dev, qui m'a rejoint récemment il y a 2 mois. On travaille avec 12 enseignants localement, comme je disais. Donc, les 12 enseignants nous servent donc à adapter les contenus ou à vérifier que les contenus sont bien adaptés aux contextes locaux. Voilà. Et une amie à moi aussi qui s'occupe de tout ce qui est relations presse, relations clients et tout. D'accord. Alors, une autre question, justement, c'était par rapport à la représentativité. C'est parce que c'est un point qui est très important quand on peut être de la diaspora maintenant, hein, qui est de s'appuyer sur des relais au niveau local. J'ai entendu parler tout à l'heure de la famille, de papa et maman notamment. J'ai aussi entendu parler là à l'instant des frères. Mais est-ce qu'il y a un représentant officiel au Cameroun? Sinon, comment ça se passe là, pour la partie Cameroun? Mm. Merci Thierry. Donc du coup, comme je le disais, on a créé l'entreprise la semaine dernière. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de... C'est maintenant moi le représentant officiel en France. Il n'y en avait pas avant. Après, localement, c'est mon papa qui... Après, mon papa, c'est moi-même aussi. C'est quasiment la même personne. Donc du coup, c'est lui qui est le représentant local. C'est lui qui va voir des écoles. C'est lui qui s'occupe donc d'encadrer tous les enseignants, l'équipe d'enseignants locale. C'est lui qui va voir des partenaires financiers pour entreprises, pardon. Du coup, c'est lui qui s'occupe généralement de tout ça. En attendant qu'on ait assez de fonds pour recruter quelqu'un à temps plein. Voilà. Alors, quelle est la stratégie de communication là? Je suis assez impressionné que c'est apparemment du côté de la RDC hein, qu'on ait un gros partenariat. Comment ça s'est d'ailleurs passé les connexions avec cette entreprise et quelle est justement la stratégie de communication là actuellement? Ok. Bah, merci Thierry. Du coup, Solange, je crois que ce jour-là, elle était présente. En fait, c'était au Schema Social Venture Summit. Donc, du coup, j'étais participant en tant que pitcher ce jour-là. Et donc, le directeur de la société en question était membre du jury. D'accord. Du coup, il a directement capté parce qu'il va régulièrement en Afrique. Il a directement capté. Il a dit, bah, ça, c'est un projet hyper intéressant. On avait rencontré le problème, mais on ne savait pas comment le résoudre. Du coup, voilà, le même soir, il m'a dit, voilà, il faut qu'on travaille là-dessus, qu'on crée un projet localement. Et c'est comme ça qu'on a lancé. D'accord. Alors, j'aurais deux, parce que Solange me met la pression là pour le temps, donc j'aurais deux suggestions. Deux La questions, c'est première, bon. c'est qu'on parlait de speech, on parlait de jury. Je suis membre du prix Orange pour l'entrepreneur social en Afrique, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui a, enfin, membre du jury plutôt avant
j'étais membre du jury international, mais aussi plutôt membre du jury pour la partie Cameroun. Donc, moi, je ne sais pas si c'est un projet qui a déjà été passé là, au niveau du POESAM. Je pense qu'ils sont encore en train de faire les appels après cette année. Donc, je me dis que ça peut être une porte, d'autant plus que si on remporte le prix national, on peut passer au prix international groupe. Et là, au-delà de l'aspect financier qu'il apporte, il y a un gros aspect en matière de communication. D'ailleurs, l'avant-dernier lauréat était d'ailleurs le premier Camerounais hein, qui a mis en place des couveuses pour bébés, donc, qui a vraiment aujourd'hui, il est en train de déclarer. Donc, je pense qu'il faut peut-être présenter le projet au POESAM. Et deuxième chose, donc, qui rejoint plutôt ma casquette là, de RSE. Donc, actuellement, justement, je suis en train de faire un audit RSE dans une entreprise. C'est que la question de l'éducation est très importante pour les entreprises. Donc, moi, je pense que, c'est parce que papa est en train de faire là, mais il y aurait nécessité de structurer la sollicitation des entreprises plutôt versus RSE pour dire, bon, RSE, ODD numéro 4, question éducation, nous vous apportons une solution pour avoir de l'impact, soit auprès de vos salariés, donc ce qui a déjà été fait très bien en RDC, donc vous apportez la solution à vos salariés, à vos communautés, ou plus globalement aux autres. Donc je pense que si on structure quelque chose de manière importante, avec cette entrée-là, à mon avis, ça devrait vraiment prendre de l'ampleur et même continuer aussi à travers la RDC, parce que c'est un pays que je connais quand même aussi bien, avec toutes les entreprises minières qui sont la problématique qu'elles ont justement avec les communautés. Donc, moi, je pense vraiment qu'avec l'accent RSE et on fait le lien économie sociale et solidaire, il y a vraiment de quoi faire booster le projet. Encore mille bravo, hein, c'est vraiment très impressionnant de voir ce qui peut être fait et surtout résoudre, comme disait Mélanie, comme disait Solange, résoudre un problème concret à partir d'une problématique qu'on a été soi-même confronté. Voilà, merci, désolé Solange si je suis un peu long. Merci Thierry. Merci beaucoup Mélanie et Thierry pour vos retours, pour vos questions. Ça a été, je pense, très challengeant pour Daryl. On va arriver au moment des questions-réponses. Donc, si dans l'audience, vous avez des questions, que ce soit pour Mélanie, pour Thierry ou pour Daryl, c'est le moment. Aussi, après ou pendant les questions-réponses, je me permettrai d'appeler quelques porteurs de projets également, tels que Assetou et Boubacar, si vous êtes là, pour également nous donner quelques grands axes et quelles sont votre valeur ajoutée. Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez bien partager avec l'audience sur cette thématique de comment entreprendre en faveur d'une Afrique durable et prospère en tant que jeune de la diaspora. Et puis après, on conclura tranquillement. Est-ce qu'on a des questions? J'ai pas le chat sous les yeux, donc je sais pas s'il y a des questions là-bas directement. Est-ce que peut-être, vu que j'ai un peu écourté le temps de Thierry, est-ce que Thierry, vous avez une autre question à poser ou est-ce que vous avez pu poser toutes vos questions? Merci Solange. Moi la question que j'aurais, c'est vrai que bon, actuellement, Daryl, je ne sais pas sur quel statut d'ailleurs il a créé actuellement en France. Est-ce que c'est un auto-entrepreneur pour tester un peu tout ça avant, même si le chiffre d'affaires est déjà en train de grimper, ou c'est déjà une SARL? SAS plutôt. SAS, d'accord, donc oui, c'est un peu plus actionnariat fractionné. Donc, c'était donc déjà, la question, c'est les perspectives. Donc là, maintenant, tu commences déjà, tu dois déjà te poser dans la tête de sortir du salariat déjà pour se focaliser complètement au business, où on se dit encore, il faut grappiller encore un peu de sous là, du côté du salariat avant de se lancer définitivement. Parce qu'il y a une journée à 24, une journée à le nombre d'heures qu'on peut travailler. Donc, l'énergie qu'on met au niveau du salarial, c'est l'énergie qu'on ne met pas dans son propre business. Quelle est aujourd'hui un peu la réflexion et comment les choses devraient se dessiner dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Merci Thierry. En gros, moi, ce que je prévois, en tout cas, j'espère qu'il va se passer. Déjà, à la rentrée, on lance avec les premiers clients. On a des retours qui vont nous permettre déjà d'aller voir des partenaires financiers pour financer le projet, pour me permettre d'être à temps plein là-dessus. Moi, aujourd'hui, je peux pas quitter C'est vrai que je peux toucher le chômage, mais je peux pas quitter mon emploi parce que je suis issu de famille modeste, donc je peux pas me permettre ça. Mais voilà, si j'arrive à avoir des gens pour financer le projet, normalement, ça devrait se passer d'ici l'année prochaine, si tout se passe bien. Et comme ça, je peux me mettre à temps plein là-dessus. Et en gros, en parallèle aussi, j'ai eu beaucoup de chance avec la Covid. C'est que là, du coup, on est en full télétravail.
Donc, j'ai un peu de PC comme là actuellement. Voilà, et enfin, c'est vrai que j'ai parlé de prendre l'accès, l'entrée RSE pour les aborder. Moi, je suis disponible bon, de voir peut-être dans quelles conditions, de voir comment on peut y travailler, mais c'est parce qu'il y a l'accès pour les filiales directement, mais il peut aussi avoir une grosse opportunité au niveau des groupes, notamment des grands groupes français. Qui, voilà, on apporte une solution et on fait passer ça sur RSE. Nous, on a réalisé dans le cadre du baromètre. On sait aujourd'hui à peu près quelle filiale est alignée sur les questions d'éducation. Et même au-delà de ça, l'éducation en Afrique, si une entreprise en Afrique, ça intéresse, ça peut vraiment permettre de mettre un focus très vite sur la recherche de partenariats, aussi bien au niveau des filiales en France ou ailleurs. Hein. On a la Belgique, on a peut-être la Suisse, on a peut-être l'Allemagne aussi qui n'est pas très loin. Et parallèlement, de voir comment on travaille avec les filiales directement aussi, parce qu'elles ont eu des marges de manœuvre qu'elles peuvent décider aussi très vite. Donc, voilà, moi, je pense que c'est un aspect qui permettrait, c'est un business qui peut aller assez vite là. Je sens l'intérêt pour l'éducation, la solution est innovante, il y a une belle histoire derrière, on a de l'impact. Bon, en gros, les entreprises achètent, entre guillemets, un peu facilement ce type de... Bah, avec grand plaisir, Thierry, pour discuter après. Avec grand plaisir. C'est très encourageant tout ça. C'est bien que je vois que des liens sont en train de se faire grâce à la conférence, donc c'est vraiment le but, c'est sympa. Je vois qu'il y a Assetou, Cédric, Boubacar. Est-ce que vous voulez prendre la parole? C'est votre dernière chance. Il y a une question de la part de Guillaume. Alors, hop. Quels sont selon toi les prochains besoins de School? En gros, là maintenant, notre priorité principale, c'est l'acquisition des premiers clients. Donc, c'est vraiment la satisfaction des premiers clients qui soient vraiment satisfaits. Parce que la suite du projet dépend absolument de tout ça. Est-ce que Mélanie ou Thierry, vous avez un conseil en 30 secondes à donner à Daryl sur ce point-là? Mélanie? Sur la partie satisfaction des clients, pas pour le moment. Moi, j'avais un conseil en général, mais même si la satisfaction client, ça en fait partie, mais effectivement, trouver des partenariats qui te permettent d'arriver à une échelle importante, ce serait vraiment mon focus si j'étais toi. Bon, je sais qu'on n'aime pas forcément travailler avec les gouvernements, mais l'éducation, c'est très, très lié au ministère de l'Éducation. Donc, s'il y a vraiment des possibilités pour toi de te rapprocher de ce genre d'organes publics, moi je conseillerais pour pouvoir distribuer ensuite ton produit à la plus grande échelle possible au Cameroun et puis après si possible dans d'autres pays. Mais oui, non, je pense que tu es sur la bonne voie pour ça en tout cas. Merci, Mélanie. Thierry, vous conseille? Oui, mais moi pour la partie gouvernement, pour pas aller dans la suite de Mélanie, je dirais il a une grosse carte, c'est là où la carte Paris elle peut être très importante, d'écrire aux chefs des chefs d'État africains via les ambassades à Paris. Un courrier officiel, voilà, on parlait du Congo à M. Sassou Nguesso, via Monsieur le Président, il y a telle solution, elle est déployée comme ça résout. Et puis, voilà, vraiment, là, pour le coup, si vous envoyez le courrier via Douala, ça n'a pas le même impact si vous envoyez à l'ambassade du Congo ici à Yaoundé que si vous envoyez ça à l'ambassade du Congo à Paris. Donc, je pense que là, pour le coup, vraiment, l'adresse Paris peut avoir un impact très, très important là, pour mobiliser, y compris les gouvernements. Et puis, grosso modo, bon, c'est clair que la satisfaction client sera au cœur. Maintenant, c'est un projet très intéressant, très innovant, mais Mélanie l'a un peu rappelé aujourd'hui, suite encore au Covid qu'il y a eu, on a beaucoup d'initiatives autour de e-learning, de l'éducation. Il faut être constamment en train d'innover, en train de réfléchir qu'est-ce qu'on apporte comme valeur ajoutée, parce que là, ça va très vite, le business peut cartonner là, très vite dans les prochains mois. Alors, une autre personne vient copier ça, et je suis sûr que c'est ce qui va se passer. Il y a des solutions dans ce sens, et très vite, on n'a plus de valeur ajoutée. Donc, vraiment, ce serait ça l'innovation permanente pour continuer à garder le déchet. Ça va très vite dans les techs en Afrique, ça va très, très vite. Merci beaucoup Thierry pour ce point.
On va conclure. Franchement, c'était super enrichissant. J'ai eu quelques problèmes de connexion à un moment, donc voilà, je pense que tout le monde l'a remarqué. Ça a un peu bugué de mon côté, mais voilà, j'ai noté énormément de choses, tant sur le plan d'action, tant sur les différentes stratégies à avoir. Aussi, le point très important que Mélanie, du coup, vous avez fait un peu tout à l'heure sur le business model, sur les partenariats aussi. Enfin voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte. Je ferai un bilan, un compte rendu de cette conférence. Et moi, je souhaiterais m'adresser à tous les trois, donc Mélanie, Thierry et Daryl. Est-ce que vous pouvez me donner votre réponse, donc une réponse de la question, donc comment entreprendre, comment développer un projet à impact en faveur d'une Afrique prospère et durable en tant que jeune de la diaspora. En une minute, quels sont les points que vous souhaitez souligner pour tous les jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer dans ce genre de projet? Du coup, pour commencer, moi je dirais, déjà si on est de la diaspora, ça veut dire qu'on a vécu là-bas, on a vécu localement et il y a beaucoup, beaucoup de problèmes chez nous. Du coup, il faudrait juste trouver un seul problème qui doit aussi être personnel pour pouvoir avoir la force et la ténacité de le mener à bout, de résoudre le problème. Et après, commencer directement, ne pas attendre. Ça marche. Merci beaucoup pour ton message. Mélanie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, j'irai dans la même, dans la même lignée que Daryl. Il faut pas attendre, il faut s'y mettre. Et comme a fait Daryl, commencer avec un groupe WhatsApp. Moi, je me retrouve souvent avec des amis de la diaspora qui viennent avec leurs grandes idées. Puis on a envie de faire un business plan et puis d'être super sophistiqué. Non, il faut commencer. Il faut voir déjà s'il y a un marché, s'il y a un besoin, si votre solution, si vraiment elle marche. Et donc, c'est important de commencer même tout petit. Mélanie Capital, quand j'ai commencé aussi, j'ai commencé avec sans site web, sans truc fancy. C'était pas très joli, mais bon, il faut quand même commencer et voir si le problème qu'on essaye de résoudre existe vraiment. Donc, je dirais comme toi, Daryl, faut commencer déjà. Yes, merci beaucoup. Thierry? Voilà, moi, je dirais que alors il faut percevoir le continent plutôt comme une opportunité et pas forcément comme le problème. Et là, je citerai une phrase de Donald Kaberuka, l'ancien président de la Banque africaine de développement. Un jour, il se retrouve du côté du Niger. On lui dit, tiens, il n'y a pas de route. Il dit, non, il n'y a pas de route. Il y a des routes à construire. Il y a des routes à construire. Donc, je pense que c'est ce mindset-là que la diaspora doit avoir quand elle regarde le continent. C'est comme là, il n'y a pas un problème d'éducation, il y a des solutions à apporter à la question de l'éducation. Il y a 1,5 milliard d'Africains, ils seront 2 milliards, ils sont très jeunes, ils doivent s'éduquer autrement. Il y a le développement, le boom de la technologie, des technologies de l'information et de la communication. Internet est en train de percer progressivement. Et d'ailleurs, avec la situation de Daryl, pas besoin d'Internet. Donc, effectivement, le continent est un problème d'opportunité et de business. Voilà, d'opportunité. Et ça, la diaspora, ne pas rester trop dans les on se plaint, il faudrait, il faut justement aller se réveiller. Et le continent, encore une fois, ce ne sont que des opportunités. Il n'y a pas de problème. Je suis d'ailleurs, pour finir, parfois impressionné. Je suis à Lille, il faut qu'on casse la route pour reconstruire. Parce qu'il faut que l'économie, il faut casser une route qui est très bien pour construire. Or, nous, on a directement des routes à construire. Voilà. Génial, merci beaucoup. Et je profite rapidement de la dernière minute qu'on a parce que je réalise que j'ai même pas pu vous poser cette question-là sur vos projets à vous, Mélanie et Thierry. Est-ce que vous pouvez rapidement nous proposer un plan d'action? Après, voilà, on a bien conscience que l'entrepreneuriat, c'est pas écrit, il n'y a pas une formule magique, mais quel plan d'action est-ce que vous pourriez proposer à un jeune de la diaspora qui souhaiterait justement se lancer dès demain et tenter de résoudre une problématique sur les territoires? Un plan d'action, donc c'est-à-dire un process sur comment on peut se monter un business sur le territoire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, demain, j'ai envie de développer un projet je sais pas, par rapport à l'agriculture au Cameroun. En 5 étapes, 5-6 étapes, comment est-ce que je fais, selon vous? Bon, c'est une question très vague. Non, oui, Je vais c'est un essayer. gros challenge. C'est un gros challenge. Ouais, c'est un gros challenge. Ouais. Donc, comme je disais, la première étape, ce serait déjà de faire. Il faut un projet pilote. Il faut un test qu'on appelle un minimum viable project. Donc, déjà, il faut
si votre projet est sur place, il faut quand même aller sur place. Il faut commencer à lancer le service et à collecter des feedbacks. Aujourd'hui, Daryl, son témoignage, il est intéressant parce qu'on sait déjà qu'il a du contenu qu'il a déjà mis sur une carte, qu'il a déjà discuté avec des écoles, et on sait qu'il y a déjà des écoles qui sont intéressées. Donc là, on peut déjà commencer à parler de business, à faire accroître un business, on peut commencer à parler financement. Donc déjà, pour moi, c'est formaliser votre idée, ensuite essayer de commencer votre service, de lancer votre service. Troisièmement, collecter des feedbacks, qu'on puisse comprendre un petit peu où est-ce que vous en êtes et comment fonctionne votre service. Et ensuite, c'est le moment après de commencer à étendre votre business, donc c'est-à-dire à recruter d'autres personnes, à trouver des partenariats pour essayer de voir comment vous pouvez lancer votre service non seulement avec ce minimum viable project que vous avez fait avec une target bien ciblée, mais aussi l'étendre sur une échelle plus grande. Pour moi, ce serait ces quatre étapes-là à suivre pour commencer. Top. Merci beaucoup, Mélanie. Thierry, quel est votre avis sur la question? Bon, pour regarder la question, je vois aussi qu'il y a les commentaires de Astou Dramé là, qui dit l'Afrique est plurielle. Voilà, y a pas... je pense que certes, c'est des problématiques intéressantes, mais vous savez, l'Europe aussi est plurielle. Même l'île est différente de Paris, l'île est différente de Roubaix dans la même localité, Douala est différent de Yaoundé, Dakar est différent d'Abidjan. Donc, je pense qu'il y a toujours des différences. D'ailleurs, même vous êtes en centre-ville. Mais ce n'est pas des questions sur lesquelles on doit s'attarder là. Ça a été rappelé par les deux autres panélistes. On a envie de quelque chose, on commence. On commence. Parce que, en fait, c'est le terrain qui guide le retour d'expérience. Daryl l'a très bien démontré. Et ça, c'est valable partout, quel que soit le projet. Si vous avez quelque chose à faire, vous ne commencez pas, vous n'allez pas avoir l'expérience du terrain qui va voir comment vous permettre d'ajuster. Si je prends mon cas, pour moi, où je vais être dans la RSE en Afrique, à Lille, je commence par les déchets, après les déchets ou le développement durable. Et quand je dis l'Afrique, je dis comment faire des conférences sur l'économie verte en Afrique, après la RSE, et au fur et à mesure, forcément, vous tracez votre sillon. Mélanie l'a rappelé, au début, il n'y avait pas de site internet. Daryl a commencé, il y a une problématique, comment je fais, je prends par WhatsApp, après je réfléchis. Mais tout ça parce qu'on commence. Donc, quel qu'en soit le projet, quel que soit l'endroit, quel qu'en soit ce que vous imaginez, commencez. Des très, très, très belles paroles pour conclure cette conférence. Merci à tous. Franchement, merci à tous. C'était super intéressant. J'espère du coup que tout le monde pourra ressortir de cette table ronde avec beaucoup d'atouts et des pistes concrètes, parce que c'était vraiment le but, avoir des pistes concrètes pour passer à l'action dès demain et aborder une problématique sur le territoire. J'espère que vous avez pu aussi apprendre des différents panélistes. N'hésitez pas à les suivre. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Chacun d'entre vous. Daryl, tu veux commencer? C'est quand même ton projet qui est à l'honneur aujourd'hui. Que sur LinkedIn, parce que les autres réseaux sociaux, je ne suis pas trop réseau social. Alors, go sur LinkedIn. Nous, ce sera sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook. On est très réseau social, donc n'hésitez pas. LinkedIn, pareil, Facebook, nos sites internet, voilà, les dirigeants ou IARSE. De toute façon, c'est facile, hein, moteur de recherche Thierry Téné, je pense que vous avez ce qu'il faut pour me retrouver. Nickel, merci beaucoup. Alors, je vais prendre rapidement une petite photo. Si des personnes veulent activer la caméra, c'est le moment. Alors, là, si j'y arrive. Hop. Ok, nickel. Attention, c'est parti. Boubacar, tu peux remettre ta caméra? Yes. C'est activé là, du coup. Ok. Je vois que d'autres personnes ont activé. Attendez, je reviens. Attendez, excusez-moi. Vous connaissez, moi, je suis aussi très réseau, donc il faut des photos. Ok, la dernière. Sourire tout le monde. Yes, merci Zora. Merci Cédric. Merci tout le monde. Nickel. Eh bien, écoutez, merci pour tout. C'était super intéressant. J'espère que tout le monde a pu apprendre. Et je reviens, moi, vers vous avec un compte-rendu. N'hésitez pas à checker le dernier compte-rendu de la dernière réunion avec 10 recommandations concrètes pour que les jeunes de la diaspora peuvent aussi s'engager. Et puis voilà, quoi. Merci pour tout. Passez une très bonne soirée. Essayez de se profiter aussi du soleil si vous le pouvez. Et on se dit à très bientôt.
Au revoir à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup.